Bonsoir, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Stéphie? Alors, je vous appelle depuis Aix-en-Provence, dans le sud, et j'ai 27 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Stéphie? Dites-moi. Alors, de protection de l'enfance, pour ma part. Oui. De protection de l'enfance, cette inspiration vous vient d'une affaire très personnelle, me semble-t-il? C'est ça, je suis la grande sœur d'un petit garçon qui est décédé il y a bientôt près de 3 ans. Oui. Et j'ai moi-même subi des violences multiples quand j'étais enfant. D'accord, donc c'est votre petit frère Karl qui a fini par mettre fin à ses jours il y a bientôt 3 ans. Quelles circonstances amènent votre petit frère à commettre ce geste, Stéphie? Alors, c'est une très longue histoire, mais Karl, quand il saute la vie en juin 2021, c'est qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus des procédures judiciaires et surtout, il n'en peut plus de l'autorité parentale de son père. C'est-à-dire les droits du parent qui sont très, très embêtants quand on a affaire à des cas d'inceste. C'était le cas, en fait, de Karl. Karl avait dénoncé avoir été agressé sexuellement par notre père. D'accord. Vous viviez dans une famille qui, visiblement, au prime abord, semblait parfaite. Et ce joli tableau cache l'inceste. Il accuse votre père de ces actes-là à partir de quand, Karl, en fait? Alors, c'est, je dirais, assez insidieux. En fait, Karl, il commence à aller chez son père à la sortie de prison de ce dernier. Parce que mon père a été condamné en 2011 pour des faits d'agression sexuelle sur moi. Il était déjà en prison depuis 1 an. Il n'a pris qu'1 année ferme et 2 ans de sursis. Donc, il est sorti le soir même du procès. Et les semaines qu'on suivi, il a obtenu d'un juge aux affaires familiales le droit d'avoir son fils un week-end sur 2, la moitié des vacances. Car il avait alors 2 ans. Donc, de ces 2 ans à ses 9 ans, il est allé chez son père très régulièrement. C'est fou qu'on ait confié votre frère à votre père aussi vite. Alors, aussi vite ou tout simplement, je crois. Ou tout simplement, parce que finalement, même. quand un homme est condamné pour des faits pareils sur un enfant, que ce soit le sien ou un autre, est-ce que c'est normal finalement qu'on mette l'enfant en sa présence, qui plus est sans surveillance? Bien sûr que non, vous avez raison. Enfin, c'est la question. En tout cas, cette question-là, les magistrats ont répondu qu'il n'avait pas de difficulté, semble-t-il. Et donc, il a pu aller chez son père. Et le problème, c'est que l'état de Karl s'est dégradé. Donc, si petit, ça se manifestait pas vraiment. Enfin, quelques stress, un peu de mal-être, mais c'est finalement avec les années, notamment à l'arrivée, l'entrée en école primaire, où Karl a commencé à faire des crises d'angoisse, à dire qu'il ne voulait pas y aller, et sans forcément dire ce qui s'est passé, simplement dire que son père le mettait mal à l'aise et qu'il n'était pas bien là-bas. Oui. Et finalement, de ces, je dirais 7 ans à ses 9 ans, ils étaient telle crise d'angoisse que, par exemple, le vendredi, quand c'était le week-end du père, il fallait le mettre dans une pièce à part, où il se reposait et il se calmait avant d'aller en week-end chez son père. Jusqu'à ses 9 ans, parce qu'à ses 9 ans, Karl va tellement mal qu'il fait des crises d'angoisse qui le conduisent à l'hôpital, donc pas mal d'allers-retours aux urgences, des prises de thérapeutiques type tertian, donc pas des médicaments dérisoires. Oui. Et pour moi, lui venir en aide, parce qu'à ce moment-là, je suis quand même très présente auprès de ma maman, je propose de l'amener en vacances, parce que je devais partir avec ma fille, je suis maman aussi. Et donc, je l'amène avec moi en croisière. On part en Guadeloupe puis aux Caraïbes. Oui. Et au bout d'une semaine de vacances, le téléphone sonne. On me demande d'appeler notre père, c'était le capitaine du bateau. Donc, je l'appelle, ne comprenant pas trop pourquoi. Mais je comprends que c'est grave. Et en fait, il m'annonce par téléphone, avec les mêmes mots avec lesquels il remontait ma culotte petite, à savoir « Je suis désolée, ma chérie, mais maman s'est suicidée ». Mais maman s'est suicidée? C'est ça. Donc, Karl, à ce moment-là, a 9 ans. Karl, à ce moment-là, est en train de jouer au toboggan avec le club enfant du bateau. Et j'ai ma fille qui dort dans un lit, elle fait la sieste. Et je vais devoir annoncer à Karl que sa maman, qui est son principal repère, qui est toute sa vie, n'est plus de ce monde. Et que son seul parent vivant est son père, à savoir son pire cauchemar. Oui. Et en fait, là, vous avez quel âge, vous, à cette époque, Stéphie? J'ai 22 ans. Quand maman est décédée, j'avais que 22 ans. D'accord. À ce moment-là, vous êtes au courant des agressions dont votre frère est la victime? Alors, j'ai pas les mots de Karl à ce moment-là à ce sujet, mais en tout cas, je mesure à quel point Karl doit avoir de bonnes raisons, parce que pour être dans un état pareil quand il est question de son père, c'est forcément que ses propos et ses réactions sont motivées. Donc, Karl parle de certaines choses, mais il ne va pas trop dans le détail, il ne veut pas trop en parler. Tout ce qu'il dit, c'est moi, je préfère mourir qu'avant mon père, et je t'en supplie, protège-moi de lui. D'accord. Donc, il y a quand même
une possibilité que Karl, enfin une grande possibilité que Karl soit remis à son père le temps après, quand il rentre de vacances, si je comprends bien. Vous ne pouvez pas obtenir comment on appelle ça, la garde. La garde. Alors, c'est le risque, en fait. Moi, à ce moment-là, ce que je comprends très rapidement, parce que, vous savez, c'est un peu l'instinct de survie. Parfois, on voit des petits miracles comme ça, quelqu'un d'accidenté qui, finalement, après, n'aura plus l'usage de ses jambes, mais qui arrive à marcher. Enfin, c'est un peu cet effet-là. Et dans mon cas, malgré le chagrin, le choc, très vite, je comprends qu'il y a urgence à agir. Oui. Et je sais que je vais devoir me battre pour obtenir sa garde et que de toute façon, moi, je promets à Karl que je ferai le maximum, et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai négocié avec notre père pour gagner du temps, quelques jours, le temps de saisir un juge. Finalement, je fais hospitaliser Karl. Je supplie la pédiatre de garde de faire un signalement pour que Karl soit placé à l'hôpital afin que notre père ne puisse pas le récupérer. Ça, c'est dans les jours, semaines qui suivent. Et à l'issue de ce signalement, Karl est placé à l'hôpital pour quelques jours, le temps d'une audience en urgence. Et durant cette audience, donc, qui se passe devant le juge des enfants, moi, je m'étais constituée avec un gros dossier, c'est-à-dire des dizaines d'attestations de personnes que j'ai côtoyées dans maintes cadres, c'est-à-dire de mon enfance à mes 22 ans, professionnelle, scolaire, etc. Oui. Et j'obtiens la garde de Karl. D'accord. Dans un contexte compliqué, puisque notre père n'est pas du tout dans l'optique de laisser Karl tranquille. De toute façon, il avait déjà du mal à entendre la parole de Karl du vivant de notre maman, donc imaginez une fois qu'elle n'est plus là. Mais malgré tout, je l'obtiens. Le problème, en fait, n'est pas tant la question du père vis-à-vis du fait de voir Karl. Le problème sur les 2 dernières années de vie de Karl, ce qui finalement, je pense, lui a coûté la vie, c'est cette question d'autorité parentale. Parce qu'on place Karl chez moi, mais on ne me donne aucun droit. C'est-à-dire que moi, finalement, je suis comme une famille d'accueil. Oui, j'ai aucun pouvoir décisionnaire. Est-ce que votre père continue de l'avoir de temps en temps le week-end ? C'est ça qui est important. Alors là, on passe devant le juge des enfants. Oui. Jusqu'à présent, toutes les décisions qui concernaient Karl, hormis plus tôt, parce qu'on n'a pas parlé, mais moi j'ai été placée en foyer pendant 2 ans, avaient lieu en fait avec un juge d'affaires familiales. Donc là, on est dans le juge des enfants qui intervient, parfois pour réprimer quand les enfants commettent des délits. Voilà, mais là, c'est pas le cas de Karl, et sinon, ils interviennent pour protéger, c'est un peu l'idée. Donc, cette juge des enfants va venir suspendre les droits du père, mais seulement, en fait, les droits de visite et d'hébergement. Donc, à ce moment-là, Karl n'est plus contraint de voir son père emmené dans un tribunal, qui se passera 7 fois entre le mois de mai 2019 et le mois de juin 2021, dont en cours d'appel, mais ça ne dure que quelques mois. Et en fait, c'est que des décisions qui sont courtes, si vous voulez, et où après, on revoit le juge. Donc, on revoit le juge en fin d'année 2019. Oui. Et là, c'est toujours le même problème, c'est que le père, on n'a pas restreint ses droits en le sens de son autorité parentale. Donc, il a toujours son mot à dire sur l'école, sur la santé, sur les voyages, sur les papiers d'identité. Oui. Enfin, tout ce qui a trait à l'autorité parentale. Et il s'en sert, évidemment, et il en abuse. Et le problème aussi, c'est que le juge des enfants, s'il n'a pas de condamnation pénale du père sur l'enfant concerné, je ne parle pas de ses précédents enfants, de moi ou autre, eh bien, il est bien embêté parce qu'il lui faut une base légale pour venir dire, écoutez, vous n'avez plus de pouvoir décisionnaire sur votre enfant. Oui. Et là, le problème, c'est qu'on a un petit garçon qui est entendu par les forces de l'ordre dans les semaines qui suivent le décès de notre maman. Oui. Un parquet, donc généralement par parquet, on entend les procureurs, ceux qui décident ou non de poursuivre, Oui. et de renvoyer devant un tribunal, une cour, qui ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre. Et donc c'est très embêtant parce que la juge des enfants, je pense notamment la première, qui est celle qui est le plus intervenue dans le dossier de Karl, avait envie de le protéger. Moi, je pense sincèrement qu'elle l'a cru, mais elle était très embêtée et très limitée. On croit souvent que les magistrats ils sont tout puissants, mais quand on est sur le terrain, on se rend compte que pas du tout. Et donc, en fait, il continue donc d'avoir l'autorité parentale, mais est-ce que, et c'est vraiment une question très précise, est-ce que par moment il est en contact avec Karl ? Alors, il est en contact avec Karl directement et officiellement que quand il le croise au tribunal lors des audiences, oui. Parce qu'il n'y a pas de précautions qui sont prises. Il faut imaginer à quel point c'est glauque et mal fait, en fait, dans ce cadre-là. Ensuite, le problème de Karl, c'est qu'après la deuxième audience, il est question de réouvrir un droit au père. Donc, on va venir donner au père un droit dit médiatisé. Mais il faut imaginer que pour Karl, 10 ans à ce moment-là, c'est insoutenable l'idée qu'on le force à voir son père. Pourquoi il devrait voir son père alors qu'il dit... Et c'est ce qu'il a hurlé pendant plus de 2 ans. Quand je pense à mon père, je pense à la mort. Mais oui, mon Dieu. Et il a hurlé, il l'a pas dit. Il a hurlé et il a répété. Donc pour Karl, c'était l'enfer, cette deuxième décision. Au final, il s'est avéré que ça n'a pas été mis en œuvre parce qu'ils n'ont pas réussi à l'organiser au niveau des services sociaux. Et ça a été remplacé par la suite par un droit de correspondance. Mais finalement, pendant 2 ans, Karl n'a pas arrêté d'entendre parler de son père. C'est-à-dire chaque semaine, si ce n'est quasiment au quotidien dans la semaine. Il a vécu 2 ans. Il a finalement vécu 2 ans avec
l'angoisse de devoir retourner chez son père à un moment ou un autre. C'est finalement ça. En fait, il faut imaginer que c'est comme une menace exactement qui planait au-dessus de sa tête. Faut imaginer un petit garçon qui perd sa maman, celle qu'il a élevée, son seul repère avec sa grande sœur et ses autres frères. Oui. Finalement, elle disparaît du jour au lendemain. Enfin, le suicide, c'est une violence qui est inouïe, ça ne prévient pas. C'est tout le problème, c'est pas une maladie, on n'a pas le temps de se préparer. On le subit et c'est extrêmement violent. Donc il perd tous ses repères. Et malgré tout, ce petit garçon, il avait envie de vivre quand même, il s'est battu. Et on lui donne aucune stabilité. C'est pas une stabilité que de lui dire pour l'instant tu es chez ta sœur, car il n'en pouvait plus pour l'instant. Oui. Vous évoquez Et il voyait son père tout puissant aussi. Vous évoquez les autres frères. Y a-t-il eu d'autres abus commis sur les autres garçons de la famille? Alors moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Donc je suis la plus grande. En dessous de moi, il y a mon frère cadet Peter qui est, vous verrez, le seul survivant, qui lui vit aux États-Unis et a 26 ans. En dessous, il y avait mon frère Tim qui est né malade à la naissance, donc polyhandicapé, épileptique, une maladie orpheline jusqu'à il y a peu. Et le petit dernier Karl, des mêmes parents, qui est arrivé bien plus tard en 2009. On a perdu notre frère Tim 6 mois avant le décès de Karl. Il est décédé des suites de sa maladie. Donc finalement, aujourd'hui, il reste que Peter. Mais si je dois parler de ce qu'ont vécu Peter et Tim, je vous dirais que Peter, il ne se souviendra de rien. Il n'a aucun souvenir de son enfance. Il a juste quelques flashs, donc quelques scènes de violence, notamment émanant de notre père. Et concernant Tim, eh bien, que vous dire, c'est un enfant qui n'a jamais parlé, qui n'a jamais marché. Et finalement, et ça c'est à mon sens très grave, il faudra qu'un jour j'en parle sur les réseaux, parce qu'on ne s'est jamais posé la question. On ne s'est jamais posé la question de savoir si monsieur avait agressé sexuellement son fils, qui ne peut pas se défendre comme un nourrisson ne pourrait pas le faire. Et le problème, c'est que lui aussi, quand il est sorti de prison, les Baumettes à Marseille, il a obtenu le droit de voir notre frère Tim seul, alors qu'on savait que cet enfant ne pourrait jamais rien dire ni rien faire. C'est carrément fou ce que vous nous racontez. Et c'est pas fini. Alors c'est pas l'anecdote malheureusement, c'est très concret, c'est que notre père a eu un autre enfant bien plus tard, qui est né, alors si je vous dis pas de bêtises, il est né en 2016, donc il a 8 ans aujourd'hui. Et il a le droit d'être seul avec lui, sans aucune surveillance. Qu'est-ce qui empêcherait cet homme aujourd'hui de continuer son petit manège avec cet enfant de 8 ans? Rien. Pas grand-chose, et puis il n'y a pas que cet enfant de 8 ans, après il y a tous les autres enfants. C'est quelqu'un qui... les gens pensent pédocriminalité et profil stéréotypé, vous voyez. On imagine forcément, oui. On a des idées en tête, on a des images, on a des faits divers, et tout ça nous permet d'imager quelque chose. Mais vraiment, il faut bien comprendre que ça atteint tous les milieux et que c'est pas du tout marqué sur le front de ces personnes-là. Alors je vais dire des hommes, parce que 98% des agresseurs qui commettent ce type d'actes sont des hommes. Mais on le voit pas. Ils peuvent paraître très sympas, très insérés dans la société. Mon père est quelqu'un qui a fait de longues études, et même enfant. Il faut pas croire que la victime s'est marquée sur son front. Moi, je pense pas forcément qu'on aurait pu lire ou deviner ce que je subissais juste en me regardant. Bien sûr. Malheureusement, souvent, ces hommes, comme vous dites, en société brillent et sont fort sympathiques. Ça n'a rien à voir, en fait. Oui, c'est la technique de la manipulation, je ne sais plus comment on dit, le fait de dissimuler, en fait, la dissimulation. C'est fou. Les juges se sont laissés berner par cet homme, finalement. Alors moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Parce que j'ai vraiment, sur toutes mes prises de parole, parce que je m'exprime publiquement, je dirais, depuis 2 ans et demi. Oui. J'ai commencé à parler 3 mois après le décès de Karl. J'ai à cœur vraiment d'essayer de ne pas faire du bashing, si je transfère en anglais. C'est-à-dire de ne pas résumer grossièrement, mais ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que votre antenne est très bien, parce que ça permet de nuancer son propos, contrairement à 30 secondes en direct sur une chaîne télé. Mais ils ne se sont pas forcément laissés berner, en tout cas pas au niveau des juges civils, c'est-à-dire les juges des enfants qui sont intervenus pendant 2 ans. Je parle surtout d'eux. Mais ils étaient très embêtés. Vraiment, Karl, il a fait les frais d'un manque de moyens. Ça, je pense que c'est une des premières causes, en tout cas du positionnement des magistrats. Un manque de moyens, alors je vais parler de finances, de ce qu'on donne comme moyen à la justice pour qu'elle soit efficace, mais aussi un manque de moyens législatifs, voire intellectuels. C'est-à-dire que l'inceste, aujourd'hui, on a encore ce truc de se dire, le père peut avoir fait ça, mais il faut maintenir le lien.
Moi, je connais des dossiers, enfin, aujourd'hui, j'ai une association de protection d'enfance, j'ai des dossiers où le père a été condamné pour des faits de pédocriminalité et on établit quand même des droits de visite au parloir. Oui, ça je sais, c'est un truc de fou. C'est même dans le cadre de féminicide. Alors il y a une loi qui a été votée il y a pas longtemps, mais il y a encore 2 ans, on était sur le droit parental accordé toujours aux meurtriers de la mère. Donc vous voyez, plus rien ne m'étonne. Vous dites que vous prenez la parole aujourd'hui pour défendre les droits de l'enfant. Qu'est-ce que vous réclamez, vous, aujourd'hui, Stéphie ? Moi, je réclame de nombreuses choses. Évidemment, à titre personnel, mon premier combat, il prend quand même naissance au décès de Karl. Hein. C'est comme... je dirais pas une seconde vie pour cet enfant, mais en tout cas une mémoire. Donc moi, mon idée première, quand même, c'est que la justice reconnaisse ses torts et c'est pour ça que j'engage la responsabilité de l'État aujourd'hui. Hein. Je lance une procédure, voire peut-être une deuxième. Enfin, c'est quelque chose que je mènerai à terme parce que je veux que la France réponde de ce qu'elle n'a pas fait pour protéger mon petit frère et des manquements de ce système, parce que c'est vraiment une chaîne et il faut imaginer qu'il suffit qu'un maillon soit défaillant et ça n'aboutit pas. On n'arrive pas à ce qu'on veut, à savoir protéger l'enfant. Et le problème, en l'espèce, c'est que beaucoup de maillons sont défaillants, si ce n'est tous. Donc ça, c'est problématique. Après, moi, de manière générale, je dirais que mon combat est finalement peut-être ma satisfaction à terme, ce sera de me dire que les enfants ne vivent plus ce que Karl a vécu. Or, malheureusement, c'est le cas. Moi, j'ai créé l'association Karl 3 mois après son décès, qui aujourd'hui est nationale, c'est-à-dire qu'on a un pôle par région. On a fait le choix de ne pas être subventionné, donc on ne marche que sur la base de dons. Et je suis assez fière de ce qu'on fait parce que on intervient beaucoup et on aide beaucoup, mais c'est jamais suffisant. Et le plus triste dans tout ça, c'est que tous les dossiers qu'on ouvre et qu'on accompagne sont finalement des dossiers avec de nombreuses similitudes vis-à-vis de ce qu'a pu vivre Karl. Les parents n'arrivent pas à protéger leurs enfants, la justice n'arrive pas à prouver l'agression sexuelle. Et c'est un puissant fou, en fait. Hein. Ça me met toujours dans une sorte d'effroi de me dire qu'un petit garçon comme ça a vécu dans l'ignorance finalement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il pensait. L'ignorance des adultes, en tout cas le manque de réactivité, de réaction des adultes, et qu'il il n'est pas mort pour rien, puisque aujourd'hui c'est ce que vous faites en ayant créé cette association et en vous battant pour faire valoir le droit des enfants. Mais malheureusement, le constat que vous faites aujourd'hui, Stéphie, c'est qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors, j'irai au-delà. Il y a quelque chose que je voulais vous dire un peu plus tôt, mais je pense qu'il est vraiment important parce qu'on nous écoute et l'idée, c'est aussi de sensibiliser. C'est que vraiment, il faut arrêter de minimiser. On peut parler de la justice, on peut en parler des heures durant, mais on peut aussi parler de la société elle-même. C'est-à-dire, il y a encore beaucoup de personnes, alors elles ne le diront peut-être pas ouvertement, mais le pratiquent, qui vont minimiser parce que c'est un proche, c'est un membre de leur famille. C'est très difficile pour les personnes de mettre un stop après ça. On va considérer que la personne a fait ça, mais elle est soignée, mais elle regrette, ou mais c'est pas, elle a fait des choses bien malgré tout. Et vraiment, l'agression sexuelle, quand on fait subir ça à un enfant, je crois qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de négociation possible, il faut prendre parti. Alors, je crois que c'est important. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont du mal à prendre parti parce que c'est trop difficile et que finalement prendre parti, ce serait reconnaître que c'est arrivé et reconnaître à quel point c'est grave aussi. Maintenant, si je devais dire il y avait encore beaucoup de choses à faire, je crois que oui. Évidemment, moi je le vois, j'ai pu travailler avec le gouvernement. Alors bon, malheureusement, avec Macron, ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement en place et puis 6 mois après, c'en est un autre. C'est un petit peu compliqué d'avancer sur ces thématiques. Mais toujours est-il que personnellement, alors je sais pas si c'est du fait de mon âge, du fait que ma parole, soit pas peut-être aussi hypocrite qu'il faudrait qu'elle le soit pour être diplomate, mais c'est extrêmement compliqué de travailler avec les pouvoirs publics. Vraiment très très compliqué. Moi j'ai souvent l'impression, en tout cas quand on travaille ensemble, c'est vraiment très rare de me heurter, pas forcément à des murs, mais à des personnes qui n'ont pas les réalités du terrain. Vous voyez, on est sur, à mon sens, et de ma perception, beaucoup de communication, et je pense que c'est essentiel, la communication, oui. Moi j'en fais au quotidien. Il s'en faut, évidemment, ça aide, mais il faut aussi beaucoup d'action. Et là-dessus, c'est un véritable problème. Quand vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la CIVIS, c'est la commission indépendante qui a été créée par l'ancien gouvernement de Macron, avec donc Adrien Taquet qui était secrétaire d'État chargé en France, donc ça remonte à 2021, c'est-à-dire avant même le décès de Karl. Cette commission, pendant plus de 2 ans, elle a été présidée par Édouard Durand.
et Georges Durand, je l'ai dit un peu sur les réseaux, était mon ancien juge des enfants, c'est-à-dire qu'il fait partie des premiers magistrats, si ce n'est du premier magistrat, qui n'a pas considéré qu'il y avait lieu de protéger mes petits frères, en sachant pourtant qui était mon père, ce qu'il m'avait fait, et le fait que ma mère était défaillante, parce qu'on l'a pas dit, mais ma mère, elle a été condamnée. Oui, votre mère a été condamnée, oui. Ouais, et elle m'a pas protégée. Pendant 2 ans, elle m'a demandé de me taire. Et, elle vous a demandé de vous taire pendant 2 ans? Oui. Elle m'a expliqué que si je parlais, alors elle était beaucoup influencée par mon père, certes, mais en tout cas, c'était le discours que m'ont tenu mes parents pendant 2 ans. Si tu parles, et la suite est terrible, parce que finalement, à croire que c'était prévisible, je ne sais pas, mais si tu parles, alors ma mère à ce moment-là était enceinte de 15, donc il faut imaginer la vie quand même tragique de cet enfant qui, intra-utéro, commence ainsi. Eh bien, je vais perdre le bébé que j'ai dans le ventre. Ton frère qui est malade, au lieu d'être hospitalisé à domicile, parce que mes parents avaient des moyens financiers, donc c'est vrai que tout était mis en œuvre pour sa prise en charge médicale, eh bien sera mis en centre et là-bas il décédera parce qu'il n'aura pas des soins aussi bons que ceux qu'il reçoit actuellement. Et puis ton frère cadet, donc mon frère Peter, trop fragile, va se suicider. Bah, finalement, tout le monde est mort. Aujourd'hui, on n'est plus que 2 dans cette famille qui était quand même un peu nombreuse. Mon Dieu, oui. Et donc cette maman qui était défaillante, qui a été condamnée pour non-dénonciation aux missions de porter secours, à aucun moment on a mis en place une aide, c'est-à-dire une mesure d'assistance éducative. Donc, on condamne monsieur pour des agressions sexuelles sur sa fille, on condamne madame, monsieur sort libre au bout d'1 an, alors que la petite, moi à l'époque, 13 ans, reste en foyer. Donc vous imaginez dans ma tête d'adolescente comme je me sentais punie alors que j'étais la victime, parce que le foyer, on ne reparlera pas de l'aide sociale enfance, mais c'est quand même très difficile et c'est un lieu de violence aussi. Et ma mère, elle, on lui laisse ses enfants comme ça, et puis bon courage avec les droits du père. C'est fou. Oui. C'est carrément fou. Ouais, c'est dingue d'entendre des histoires pareilles. Et ce qui est dingue, c'est de voir que finalement ça n'avance pas des masses encore quand même. Ça continue. C'est toujours la même chose. Il y a des enfants qui continuent aujourd'hui de souffrir comme Karl a souffert, parce que ça se passe encore ce que Karl a vécu. Ça se passe encore. Ça se passe encore, oui. Nous, c'est des centaines de victimes aidées en moins de 3 ans d'existence, l'association. Alors, il y a plusieurs cas. Je pense que vous avez dû avoir votre antenne. Ce qui me semble, j'avais entendu un extrait une fois, des parents protecteurs, je mets les guillemets, mais concrètement, qu'est-ce que le parent protecteur? C'est le parent à qui l'enfant va se confier ou qui va apprendre indirectement que son enfant a subi des choses de l'autre parent, qui va essayer de le protéger, mais qui n'a pas véritablement matière à le prouver et qu'on va venir sanctionner s'il refuse de rendre l'enfant, par exemple, au père incestueux. Donc ça, c'est je pense, un des pires dossiers parce qu'on est très embêtés, surtout si l'enfant a, en général, jusqu'à 8 ans, c'est encore plus compliqué de prouver, de faire entendre la parole de l'enfant. Donc on a des enfants qui se confient, qui demandent de l'aide, qui disent mon père ou m'a fait ça ou ma mère dans de rares cas, et qu'on va quand même obliger à laisser l'autre parent. On a aussi des dossiers. Moi, je pense à une jeune fille actuellement, par exemple. Elle, c'était le beau-père. Il y a carrément les vidéos. C'est-à-dire que le type filmait les agressions et les viols, parce qu'on est carrément sur des viols. Il y a des vidéos. Le parquet, il me semble que c'est le parquet Marseille, mais en tout cas, le parquet a tout ça. Il y a une instruction criminelle, etc. Mais aujourd'hui, monsieur est mis en examen, mais il est libre. Il est libre, il vit à quelques kilomètres de la jeune fille. Cette jeune fille, c'est un des premiers dossiers de l'association. Donc vous imaginez, c'était plus de 2 ans et demi, il n'a toujours pas été condamné, le type. Eh bien, elle n'ose plus sortir de chez elle, elle a pris 30 kilos, elle se scarifie. Voilà. Donc, quand on voit qu'on a les preuves, qu'on a carrément les vidéos, je me demande ce qu'il faut pour agir et réagir surtout. Après, je pense aussi à un autre dossier où là, c'est pareil, le beau-père, qui a agressé les 3 aînés, donc les 3 enfants que madame avait eu d'une précédente union. Et on est sur des viols, et honnêtement, si vous entendez parler des enfants, vous ne pouvez pas ne pas les croire. Et même pour moi, qui suis habituée et qui, pour travailler efficacement, apprend à être un peu de sang-froid, c'est difficile de rester insensible. Eh bien, cet homme-là, il avait eu avec donc la mère de ses 3 enfants, qui n'ont pas les siens, lui c'était le beau-père, 2 autres enfants, qui sont petits, qui ont 6 ans et 4 ans. Eh bien, il a le droit de les voir un week-end sur 2, la moitié des vacances. Alors que c'est aussi un homme qui a été condamné pour des violences physiques sur madame. Et la justice ne fait strictement rien. Et pourquoi la justice ne fait strictement rien? Pourquoi, Stéphie? C'est un manque de moyens? C'est une volonté c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La parole de l'enfant n'est pas entendue? Pourquoi ça se passe comme ça? Alors, la réponse, elle peut pas être... elle n'est pas unique. C'est-à-dire qu'elle est vraiment... Elle n'est pas si complexe que ça. Elle est juste plurielle.
Donc il y a effectivement un manque de moyens partout, c'est-à-dire au cœur même de la justice, au niveau des acteurs sociaux, des travailleurs sociaux, parce que les juges prennent des mesures, mais si on ne peut pas les appliquer, à quoi bon? Il y a vraiment un manque de moyens, ça c'est criant. Et le manque de moyens, je l'étends jusqu'aux lois, je l'étends jusqu'au manque de formation. Voilà, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Ensuite, effectivement, il y a aussi une question de culture. Pendant longtemps, enfin, la France, on est quand même connu pour ça. Si on compare avec, par exemple, le Canada, Oui. je veux dire, on a un modèle qui est quand même assez arriéré. Et on est connu pour avoir toujours 3 tensions et être toujours méga en retard. Donc moi, Macron, il fait bien rire quand il dit oui, la France, innovante. Enfin bon, en matière de protection de l'enfance, on n'a pas la moyenne. Hein. Et je me demande même si on a quelques points. Donc là-dessus, et en fait, on se contente de peu. Vous voyez, le problème, c'est aussi ce côté où finalement, les politiques et les pouvoirs publics, de manière générale, le gouvernement va satisfaire de peu. Par exemple, sur la Civis, ils vont nous dire, oui, les préconisations du premier, grand rapport de la première Civis, eh bien, sont appliquées, sont déjà mises en œuvre pour une majorité. Mais quand on creuse, on se rend compte que ces préconisations-là, en fait, elles sont pas du tout mises en œuvre. Vous voyez? Et donc, je crois qu'il y a un moment, il faut arrêter de mettre du fond de teint et il faut aller traiter, les boutons, l'acné directement. Vous voyez? Oui, oui. C'est pas une solution, ça, ce cache-misère. Je comprends, oui. Mm-hmm. Ça me laisse sans voix. Je pense à tous ces gosses qui, bien évidemment, à ce temps-là, ne nous écoutent pas, mais qui finalement sont pas protégés, en fait, ne sont pas entendus et vivent dans l'angoisse de ne pas être entendus, de ne pas être cru, parce qu'un môme qu'on ne protège pas, c'est un môme qui a l'impression de ne pas être protégé, de ne pas être cru, et il finit par penser qu'il ment, hein, enfin, en tout cas, qu'on pense qu'il ment. Et c'est ça qui se passe, en fait. C'est ça. En fait, il finit surtout par avoir des idées noires. Enfin, on sait que de toute façon, toute victime d'agression sexuelle, et je parle même d'une femme qui serait violée dans la rue par un inconnu, toute victime a des idées noires. Toute victime de facto, c'est comme noires, ça. bien évidemment. C'est comme ça. L'agression sexuelle, elle a une connotation morbide parce qu'elle vient questionner au plus profond. Enfin, il faut imaginer qu'on porte atteinte parce que vous êtes plus intime. Et la violence, elle est inouïe. Parce que justement, on vient toucher à votre sexualité, enfin, c'est abominable. Et pour un enfant, ça dépasse tout. Et le problème, c'est que, la conséquence plutôt, je dirais, c'est qu'un enfant sur 2 qui est victime de faits d'agression sexuelle, qu'elle soit dans un milieu familial ou finalement scolaire, etc., passe à l'acte, tente de mettre fin à ses jours. Si on a de la chance, il se rate. Et puis si on n'en a pas, eh bien c'est terminé. Et c'est trop tard. Je rappelle qu'on peut vous trouver sur Instagram, @Steffi, Steffi avec un Y, @Steffi Alexandrian, et puis sur celui de votre association, @association Karl. Si vous voulez en connaître un peu plus sur le travail de Steffi, eh bien, rendez-vous sur Instagram, @Steffi Alexandrian, @association Karl. Merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Steffi. Bravo. Et puis, on vous envoie plein de courage. Et n'hésitez pas à nous rappeler, vous connaissez le chemin. Donc, n'hésitez pas même à nous envoyer des enfants qui ont envie de parler, qui ont envie de témoigner de tout ça. Nous sommes là pour écouter la voix des plus faibles et des plus démunis. D'accord, Steffi? Merci, Olivier. Je vous en prie. Europe 1. Bonne soirée. Au revoir.